La lucidité est la blessure la plus rapprochée du soleil. René Char. Mon nom est Ben Brik. Sid Ahmed Ben Brik. Il fait chaud. Très chaud. J'habite ce méchant bureau, juste à l'angle du couloir, face aux toilettes, au 8e étage de la Direction Générale des Statistiques. Près de la fenêtre, il y a mon lit de camp, toujours défait, entouré de journaux, de vieux magazines, de dossiers, de mégots qui jonchent le carrelage jaunâtre. Les visites de la vieille femme de ménage au front tatoué et aux bras maigres ont brutalement cessé. L'ordre, forcément, s'en ressent. C'est encore un coup de ceux qui furent mes fidèles et dévoués subalternes et qui sont maintenant mes impitoyables chefs. Me servant à la fois de chambre et de cuisine, ce petit bureau n'est pas, loin de là, un havre de paix. Malgré ma disgrâce, je n'ai jamais failli à la saine habitude de me raser chaque jour et de cirer impeccablement mes chaussures une fois par semaine. 2 choses sur lesquelles je ne transige jamais. Et bien avant de posséder un bureau climatisé, plus vaste, plus aéré et mieux rangé que ce cagibi. Un bureau avec sur le mur boisé, près des stores bleus, le portrait officiel du chef de l'État qui se tient debout, solennel, à côté de l'emblème national. Je crains la guerre civile, mais pas les pénuries. J'ai un solide placard en fer, bourré de conserves, de café, de semoule, de sucre, d'épices, de féculents, de riz et de pâtes que je fais cuire sur une plaque chauffante. J'excelle dans l'art de préparer les spaghettis que j'assaisonne à la harissa. Une recette imparable que j'ai apprise de ma défunte et chère épouse, Myriam, dont la photo trône au-dessus de mon lit de camp. Elle aussi se tient debout, près d'un grand vase débordant de fleurs en plastique. Elle paraît assez triste, malgré sa robe bleue constellée de papillons roses, ses bijoux finement torsadés et ses chaussures dorées. Derrière elle, une tapisserie de couleur olive représente une scène bucolique où folâtrent des gazelles, sous les cascades étincelantes. Dans la journée, j'ouvre toute grande la fenêtre pour laisser échapper les odeurs de cuisine et de cigarettes, surtout l'été quand l'air se fait, comme aujourd'hui, lourd et huileux. La grève des éboueurs qui vient de commencer n'arrange pas les choses. Les ordures, sous le ciel torride, s'amoncellent le long des rues et sur les places publiques. Les robinets sont à sec 4 jours par semaine. Je prends les devants en remplissant des jerrycans. Je lave ma vaisselle et mon linge dans le lavabo des toilettes, surmonté d'une glace défraîchie. Je fais sécher le linge sur la terrasse de cette bâtisse, de couleur grise et d'aspect médiocre, construite à l'époque coloniale dans le style Art Nouveau. À la dépendance, on a ôté du hall la statue d'une Diane presque entièrement nue. C'est pour ne pas donner de mauvaises idées au personnel qui a tendance à se laisser aller. Cette administration que j'ai eu l'insigne honneur de diriger est plutôt relâchée, victime d'un préjudiciable laxisme. Je l'avoue, le seul écart que je me permettais, c'était des pieds à travers les stores, la porte fermée à double tour et sous le regard du chef de l'État, la blonde plantureuse qui habitait l'immeuble d'en face. Je suppose que mes collègues des autres étages devaient faire la même chose, sauf qu'ils n'avaient pas besoin, eux, de toutes ces précautions pour reluquer les gros seins qu'elle promenait avec lenteur sur son balcon. Cette voisine délurée a plus de chance que la plus ancienne de nos secrétaires, la brune et timide mademoiselle Rachida Ben Mioub. La blonde a réussi l'été dernier à épouser un grossiste qui a des dents en or et qui change souvent de voiture. J'écoute à côté mademoiselle Ben Mioub torturer régulièrement sa machine à écrire. Elle le fait avec hargne et conviction, comme pour se venger de son fâcheux célibat qui perdure dangereusement. Je ne devrais pas me moquer des célibataires étant veuf. J'en suis devenu un par la force des choses. Mademoiselle Ben Mioub est une fille assez grande, un peu efflanquée, avec des dents en avant qui la font presque zézéiller. Son cas, il faut le dire, désespéré, a été signalé comme celui de milliers d'autres à la Direction Générale des Statistiques. Compréhensive et solidaire, elle vient de leur consacrer une rubrique spéciale. Profitant de ce mouvement de générosité, j'ai suggéré l'ouverture d'une autre rubrique pour comptabiliser les personnes assassinées dans la rue ou chez elles devant leurs enfants, leurs épouses. La direction a refusé et s'est empressée de m'accuser de vouloir jeter de l'huile sur le feu.
Les problèmes des vivants sont suffisamment compliqués pour ajouter, dit-elle, à ceux de l'administration. Une administration qui connaît le nombre mirifique des pauvres, mais pas celui des riches. Il y a également le cas de cet autre collègue, Si Abderrahmane Bentéar, un homme bien en chair qui fait fortement teinter pendant ses longues ablutions une vieille tasse en cuivre toute cabossée. Quand il n'y a pas d'eau, il utilise celle de mes jerrycans. Lorsque je l'invite gentiment à faire moins de bruit, il m'écoute, le pantalon retroussé au mollet, le regard fuyant, presque doux. Et je reste désarmé par tant de candeur et d'innocence. Ce matin, juste après avoir réchauffé mon café et ciré mes chaussures, j'ai reçu sa visite. Il est venu se plaindre de son neveu, un jeune chômeur prénommé Larbi, qui ne cesse de se saouler et de jeter l'opprobre sur toute son honorable famille. Je comprends la peine de Si Abderrahmane. Il a fait plusieurs pèlerinages au lieu saint. Il n'est pas facile d'avoir une brebis galeuse dans ses rangs, particulièrement en ces temps funestes où l'on tue à la sortie des mosquées et des écoles, froidement, sauvagement. Le soir venu, les 42 couloirs recouverts des 16 225 carreaux me servent de boulevard, de venelle, d'avenue et de terrain d'expérimentation. J'ai le privilège aussi de me promener en short et torse nu à travers les étages où flotte encore l'odeur moite et familière des humains. Chose que je n'aurais pu faire dans la rue haletante de peur et de soif, sous peine de me faire égorger. Hier encore, sur les hauteurs agitées de la ville, une voiture de police a été méthodiquement mitraillée. Ses occupants ont été achevés à l'arme blanche. C'est ce que m'a appris le vieux gardien de nuit que je rencontre souvent dans les escaliers. La vieille femme de ménage, gênée de ne pouvoir, sur ordre de mes chefs, nettoyer ma cambuse, continue de m'éviter. Le gardien a reçu la consigne de me surveiller. Ils sont pas prêts d'oublier l'affront que je leur ai fait. Mais le brave homme, au visage grelé et à la voix un peu forte, préfère mes spaghettis à leur ordre. Il me parle souvent de ses enfants, nombreux et désœuvrés. Il lui donne beaucoup de soucis. L'aîné est à l'hôpital psychiatrique où on le soigne depuis 6 longs mois. Son état ne semble pas s'améliorer. C'est son préféré. Il s'appelle Saïd. Chaque semaine, il lui rend visite, le couffin plein de plats succulents, de bouillies, de gâteaux, de friandises, de fruits achetés à des prix exorbitants. Il m'a dit que les infirmiers volaient la nourriture et les draps des malades que parfois il battait. Pour le consoler, je lui ai répondu que le pillage et la destruction étaient une maladie assez répandue dans nos contrées. Il a souri. Il avait l'air d'être en accord avec moi, avant d'ajouter en tournant son index autour de sa tempe grise que le pays tout entier avait besoin d'être interné. De temps à autre, il se fait dans ma tête comme un grand bruit de ferraille. Ça ne m'empêche pas d'avoir les nerfs plus solides que Saïd. La cigarette, le café, la solitude, la fournaise et la tension malsaine qui envahit la ville, telle de la mauvaise herbe, rien ne me déstabilise. Seule la paume de mes mains est toujours moite à cause du café brûlant que j'avale en quantité. Ça n'est pas grave. Il y a longtemps que je ne serre plus la main à personne, ou rarement. Et ce, précisément, depuis ce jour mémorable où j'ai osé affirmer, contrairement aux statistiques officielles hâtives et erronées, que cette foutue ville, ployant avec effroi sous le poids de la violence, de l'ennui et de la canicule, ne compte pas 3 685 572 habitants, comme il a été imprudemment écrit dans les journaux, mais 5 360 371. Un chiffre net, précis, sans fioriture. Bien sûr, je n'ai pas oublié d'intégrer à ce nombre celui de notre personnel pléthorique et dissipé. Un personnel atteint malheureusement par l'esprit tribal et le prurite de l'absentéisme, 2 autres de nos maladies chroniques. Mon chiffre, qui ne souffre aucune contestation, a dérangé la grasse tranquillité de mes supérieurs hiérarchiques, confortablement installés derrière leurs imposants bureaux. Faussant gravement leurs prévisions, il m'a valu d'entrer en dissidence avec eux. L'un d'eux s'est cru alors obligé de me dire que mon avenir était désormais derrière moi. Ils ont la rancune tenace et le bras long. Ils appartiennent à la même et indivisible tribu cornaquée par un haut dignitaire du régime. En ce temps-là,
J'habitais avec Myriam un grand appartement de fonction sur le boulevard Émir Abdelkader, en plein centre-ville, avec une vue imprenable sur les collines, avant qu'elle ne soit envahie par les taudis. Pour avoir crié à la catastrophe, ils m'ont alors froidement condamné à occuper ce cagibi, juste en face des toilettes. À la mort de ma chère Myriam, il a fini par devenir mon domicile. Mes rêves n'y font pas souvent bon ménage avec les mouches, excitées par les odeurs de cuisine et la grève des éboueurs. Sans être fils de commerçant ou de comptable, j'ai toujours été doué pour les chiffres. Des plus petits aux plus grands. Des plus simples aux plus compliqués, des plus modestes aux plus ronflants. Je connais leur puissance, leurs petits secrets, leur vanité. Pour ne pas perdre la main, je continue, infatigable, à dénombrer les haricots, les lentilles, les grains de café, de riz, de sel, les petits pois, les pois chiches qui encombrent mon placard. En ces temps de pénurie et de guerre civile, tout ce précieux ravitaillement risque de me faire passer pour un cynique spéculateur. Je n'en ai cure. J'ai ma conscience et ma bonne foi pour moi. Il va sans dire que les gros, les obèses, les flasques et les lents n'échappaient pas à ma calculette. Les maigres, les filiformes, les anémiques, les nains, les anorexiques et les rapides non plus. Ce travail m'a demandé de la persévérance, beaucoup de temps et de précision. Impérieuse, exaltante, cette mission exige évidemment une vigilance à toute épreuve. Un jour de printemps, une femme très grosse descendait une ruelle près du stade municipal. Une mère de famille, au demeurant très sympathique, que j'ai promptement coché sur ma liste. Je découvrais aussi 2 innocents marmots dissimulés sous son ample voile et hop, je les ai comptés, non sans une certaine fierté. Cette mission n'est pas non plus exempte de bizarreries, d'extravagance. Les plus perspicaces de nos agents nous ont ainsi signalé la situation dramatique, voire tragique, de ces centaines de couples vivant à l'étroit. Faute d'intimité et pour ne pas choquer les enfants, ils étaient contraints, les malheureux, de faire l'amour à la va-vite debout dans les WC. Fébriles et imprudents, des parents qui n'avaient pas utilisé ce stratagème ont traumatisé par leurs trop bruyants ébats leur vulnérable progéniture. Ces informations ont fait rougir Mademoiselle Ben Mioud et rugir d'indignation aussi Abderrahmane Ben Dehar, encore choqué par le comportement de son neveu. De nombreuses personnes habitent dans les ruines des vieux quartiers, sous des tentes avec des lits de camp semblables aux miens, et dans ces grottes creusées à même les collines qui entourent la ville ceinturée de bidonvilles et de taudis. Des familles vivent aussi dans des caves, des buanderies, des garages, ou occupent comme moi des bureaux, d'autres des salles de classe, des dépendances de cimetières, des toilettes publiques. Les cas surprenants, insolites ne manquent pas, comme celui de cette vieille femme qui a tranquillement squatté une cabine téléphonique. Les plus démunis dorment dans la rue. Plusieurs malades de l'hôpital psychiatrique où séjourne le fils du gardien les ont rejoints. Faute de place et de médicaments, ils ont été mis à la porte. Intransigeants, meurtriers, le soleil qui brûle les façades des 85 829 maisons et immeubles achève de pulvériser leurs crânes, de liquéfier leurs cervelles. Fantômes livides et dépenaillés, ils errent dans les 1845 rues, impasses, avenues et ruelles de la ville, rongées elles-mêmes par une sourde anxiété qui mine ces murs zébrés de graffitis vindicatifs ou haineux. La plupart des malades sont jeunes. Les médecins n'ont gardé que les cas estimés graves, comme celui de Saïd. Ce soir-là, le vieux gardien n'a pas touché aux spaghettis. Il avait trop de peine. Je fume trop, mais je bois jamais. J'aurais bien voulu connaître, ne serait-ce qu'une fois, les errances éthyliques de Larbi, le neveu dévoyé du trop vertueux si Abderrahmane Ben Dehar. Mais Myriam, qui me regarde sévèrement du haut de son cadre, aux cascades cristallines et aux gazelles séraphiques, ne l'aurait pas admis. Elle serait encore capable de me jeter sur la tête le vase débordant de fleurs en plastique. Son père, un ancien docker, est mort d'une cirrhose bourgeonnante du foie. Sa disparition l'a beaucoup marqué. Malgré nos multiples et furieuses étreintes, elle ne pouvait pas avoir d'enfant. On ne pouvait pas dire qu'elle mettait en péril la démographie déjà foudroyante du pays, ou qu'elle menaçait de fausser gravement les statistiques, comme le firent d'un cœur léger mais imperturbable supérieur hiérarchique. À la fin de sa vie, Myriam, à cause de sa stérilité, était devenue un peu bizarre.
Ironie du sort, elle est morte d'un cancer de l'utérus. Morte après une longue et cruelle maladie, comme il est pudiquement écrit dans les faire-part des journaux. Aujourd'hui, ces derniers sont pleins de choses crues, horribles, effroyables. La réalité dépasse souvent la fiction. Tous sont titrés sur la bombe qui vient de tuer des enfants. Si je continue de fumer tout aussi furieusement, j'aurais, c'est sûr, un cancer. Je sais pas où, mais au moins, j'aurais choisi ma mort. Ça vaut mieux que de se faire, par ces temps macabres, égorger ou décapiter. Il y a 3 jours, une famille entière a été retrouvée gisante dans une mer de sang, les corps atrocement mutilés. Le massacre a eu lieu presque dans l'indifférence, près du domicile de mon ancien chauffeur. Plein de vaillance, il s'est lancé lui aussi, avec son physique de géant dans le commerce. Récemment, il m'a vendu entre 2 couloirs des sous-vêtements, des chemises, des chaussettes, des cigarettes américaines, du chocolat aux noisettes, des pots de confiture et de belles chaussures, en cuir véritable. J'ai toujours aimé les belles chaussures. Elles me donnent l'impression réconfortante de bien adhérer au sol, ce qui n'est pas le sentiment de mes chefs. Connaissant mes habitudes, le chauffeur continue de m'approvisionner en cirage et en lames à raser de qualité. C'est ma façon de m'assurer sur l'avenir. Chaque fin de mois, je me rends, sans remords, au bordel situé de l'autre côté de la ville. C'est une autre de mes saines habitudes. Je monte toujours avec la même pensionnaire, une fille du Sud, petite, noiraude et ronde. Elle se fait appeler Nouria, c'est son nom de maquis. Après avoir grimpé des escaliers aux marches usées, je pénètre en soulevant un rideau de perles colorées dans sa chambre. Dans l'ensemble agréable, cette dernière n'est pas plus grande que la mienne. Je m'y sens bien. Et Nouria aime raconter des histoires drôles et pudiques. Près du lavabo, au-dessus d'une vieille armoire à glace, un chameau de la taille d'une poupée est campé sur ses longues pattes, sa tête piquée de 2 éclats de verre en guise d'yeux et résolument tournée vers le lit, au parfum lourd. La première fois que j'ai pris Nouria sous le regard vitreux du ruminant, j'avais la douce sensation de presser entre mes doigts fébriles une olive charnue, juteuse et dénoyautée. Je sais que Myriam, si elle était encore de ce monde, m'aurait pardonné ce que mes chefs appellent un scandale, et si Abderrahman une vilainie. Myriam comprendrait qu'un homme seul, un veuf de surcroît, encore robuste, ait besoin, comme tout un chacun, de s'exalter de temps à autre. Elle saurait aussi que les grandes chaleurs titillent les nerfs, les sens et l'imagination, et qu'en cet été de tous les périls, de tous les dérapages, de tous les égarements, nul n'est à l'abri d'une tentation ou d'une folie, parfois meurtrière. Après avoir quitté la chambre de Nouria, décorée de paysages de dunes, d'oasis et d'oued, je fais une longue promenade dans cette ville à la recherche de sa propre ombre. Une ville au destin déchiqueté, avec ses rues suintant la méfiance. Je la surprends de plus en plus inquiète, animée par une rage suicidaire, impuissante à comprendre ce qui lui arrive, par surprise, par viol, par effraction. Comme si le fait de s'être abandonnée sur la pente savonneuse du laisser-aller, de la gabegie, du népotisme et de la corruption l'avait condamnée à subir cette violence venue du plus profond de ses entrailles, de sa peur, comme un terrible châtiment. Ce suicide, cette haine meurtrière, n'épargne pas les ressortissants étrangers. 3 d'entre eux ont été égorgés ce mois. Tout à l'heure, en regagnant mon repère, j'ai croisé la nouvelle voiture du grossiste aux dents d'or. Assise à ses côtés, ma voisine a toujours ses gros seins et son air déluré. Au bureau, mademoiselle Ben Mioub continue de torturer sa machine à écrire, et si Abderrahman, le pantalon retroussé au-dessus de sandales en plastique, à faire teinter fortement sa tasse en cuivre, toute cabossée. La grève des éboueurs atteint son 5e jour. L'odeur des ordures devient insupportable. Elle pourrit l'atmosphère et me donne des migraines, ce qui accentue le bruit de ferraille dans ma tête. Mais je dois tenir bon, car mes ennemis persistent dans leur stratégie, celle de me faire passer pour un fou dangereux, incurable, définitif. Ils espèrent bientôt appeler l'une de ces ambulances qui transportent toutes sirènes hurlantes les victimes ensanglantées des attentats.
Depuis 2 jours, la morgue de l'hôpital civil est en panne. Le système électrique qui alimente les chambres est défectueux. Cette fois, l'ambulance prendrait avec moi le chemin qui conduit tout droit à l'asile, où j'aurais rejoint le fils du gardien de nuit. Pour arriver à leur fin, mes chefs misent sur le soleil. Exceptionnel cet été. Il fait exploser les têtes, les pastèques et le granit. À l'asile, je pourrais pas me raser chaque jour, cirer régulièrement mes chaussures et me rendre une fois par mois chez la douce Nouria. Je serais sans doute aussi privé de café. J'en boirais pas, tout mon sou. En outre, j'aurai affaire aux infirmiers qui seront sans pitié avec moi. Ils ont horreur des obsédés du nombre, des maniaques du chiffre, des compulsifs du comptage. Je pourrais pas non plus emporter mon lit de camp, ni les photos de Myriam avec ses ravissantes gazelles, ni mon solide placard rempli à ras-bord de ravitaillement. Les infirmiers le dévaliseraient en une fraction de seconde. Ils évoqueraient avec des trémolos dans la voix le fait qu'ils ont tous une nombreuse et insatiable famille et que les prix des denrées alimentaires sont devenus inabordables. Si je les dénonçais, ils n'hésiteraient pas à me battre, sous prétexte que je sape le moral fragile des malades. En tout cas, je leur ferai jamais goûter à mes spaghettis, ni à ma délicieuse tête de mouton, le bezlouf en sauce, préparé avec des morceaux de langue, de pommes de terre, de pois chiches, des tranches d'oignons et de tomates, le tout relevé naturellement avec de la harissa, de l'ail, du persil, du cumin et 2 piments bien rouges pour incendier la bouche. Un chef-d'œuvre de la cuisine traditionnelle que je dois bien sûr à l'irremplaçable Myriam. C'est vrai, je m'ennuie les jours fériés et les longs week-ends. Les couloirs et les bureaux sont tristement déserts, mais l'odeur des humains subsiste encore, tenace. Elle imprègne les murs et le mobilier. Il y a quelque chose d'émouvant à voir ces machines à écrire inertes, ces règles, ces ciseaux, ces cendriers, ces dossiers rangés avec soin, et ce stylo, imprudemment oublié, à moins qu'il ne soit à sec. Dans ce bureau, où la vieille femme de ménage n'est pas encore passée, un journal abandonné est ouvert à la rubrique des meurtres, des incendies d'écoles, de lycées, de mairies, d'usines, de forêts, de trains, de tocards. Un encadré avec une photo est consacré à la morgue et aux efforts déployés pour la réparer. On attend une pièce de l'étranger et les cadavres commencent à sentir. Près d'un classeur métallique, un magazine est ouvert, lui, sur les pages des programmes de télévision, des mots croisés ou fléchés, des recettes de cuisine, des conseils pratiques, des proverbes, sur les horaires de prière, de train, sur l'horoscope. Sur les murs beiges, jaunis par la fumée des cigarettes, sont accrochés des sourates, des calendriers représentant la Mecque, des oiseaux exotiques, des paysages champêtres ou du sud, semblables à ceux de la chambre de Nouria. Des vues nocturnes de Montréal, Londres, Madrid, Vienne, de Paris montrent des fleuves et des avenues opulentes et richement illuminées, des équipes de football, des voitures de collection, des vedettes de cinéma, de la chanson rail et de la boxe complètent ce catalogue, destiné en cette époque de sécheresse, de sang et de cortèges funèbres à fomenter des rêves. La trace des humains se retrouve aussi dans ce grand verre de café vide, cette bouteille d'eau à moitié pleine, cette tranche de pastèque entamée, ces miettes de pain, cette carcasse de poulet, dans ce morceau de gâteau rance. Près d'une fenêtre mal fermée, il y a un petit tapis de prière soigneusement enroulé. Oublié dans un coin, un couffin bâille, le ventre vide et les poignets usés. Puis il y a ce silence. Par moments, dense. Ces bruits infimes et épars, ces objets et ce mobilier ordinaire qui finissent, la nuit venue, par prendre une autre consistance. Jusqu'à l'heure indécise du petit jour, bien avant le premier appel du muezzin, les ombres des choses s'allongent et forment alors des dessins, des mystères parfois étranges, indéchiffrables. Malgré le sang et les larmes, nos femmes continuent à être belles et à rêver. C'est une vérité qui ne souffre aucune contestation. Et aussi, malgré les pénuries de logements, d'emplois et la cherté de la vie, les mariages se multiplient chaque été. Là aussi, les chiffres sont en constante augmentation. La croissance démographique a de beaux jours devant elle et la Direction générale des statistiques a du pain sur la planche. Mademoiselle Rachida Ben Mioub
qui embellit de jour en jour, ne désespère pas de faire un joli mariage. Elle m'a offert cette fois un parfum, de grande qualité. Je me demande parfois ce qu'aurait pensé Myriam de l'émouvante mademoiselle Ben Mioub. Ce matin, j'ai eu des palpitations, c'est rien. Sans doute un peu de tension, ça doit être le café et les cigarettes peut-être, ou les deux à la fois. Depuis mon enfance, mis à part ce bruit intermittent de ferraille dans mon crâne, j'ai jamais été, n'en déplaise à mes chefs, vraiment malade. Sauf une fois, à 7 ans, quand j'ai été opéré de l'appendicite. Il me reste, moins spectaculaire que celle de grand-père, une légère cicatrice sur le ventre. Et dans ma mémoire, le souvenir de Madeleine, une voisine de mon âge, très belle, avec de longues nattes blondes qui voletaient sur ses épaules quand je courais derrière elle. Pendant ma convalescence, j'étais tombé amoureux d'elle. Son père, comme le célèbre aviateur, s'appelait Mermoz. Il fabriquait de grands cerfs-volants qu'il faisait voler, et ça donnait au jeu de boules, dans le champ mitoyen à l'école. Il était toujours accompagné d'un grand chien nommé Rex. Un jour de canicule comme aujourd'hui, je fus, en jouant avec Madeleine, renversé par une bicyclette. C'était sans gravité, de légères ecchymoses aux bras et aux genoux. Pour sécher mes larmes, mon grand-père m'offrit, je m'en souviens, une limonade au goût d'orange glacé. Excepté ces événements, somme toute très banals, mon enfance, qui ne fut pas particulière, a été marquée par la mort de mon père durant la guerre de libération. Je l'ai à peine connu. Il me reste de lui une photo écornée, jaunie, égarée dans ma paperasse. Ma mère, qui avait dessiné sur mon ardoise d'écolier l'emblème national, refusa à l'indépendance de monnayer son sacrifice. Elle s'est jamais remariée. J'ai grandi alors entre elle et mon grand-père, que Dieu a dû accueillir dans son vaste paradis. Il est revenu en 1918 de Verdun avec une méchante, une énorme cicatrice au ventre, qu'il me montrait souvent. Jusqu'ici, j'ai eu, il faut le dire, une vie rectiligne, assez bien ordonnée, sans grand excès. Et depuis la mort de Myriam, je me nourris mal, ou peu. Une vie, somme toute, elle aussi, banale, comme celle de la plupart de mes concitoyens. Leur nombre, leurs besoins, leurs maux et leurs drames ne cessent, vu les statistiques et le climat social, de croître de manière vertigineuse. Eux aussi, même les chefs, ne sont pas épargnés par les maladies, par les défaites du corps. Personne ne l'est, en définitive. Encore moins Myriam, qui souffrit, en plus de sa stérilité, de son cancer de l'utérus. Une histoire qui ne ressemblait en rien au mélo qu'elle aimait et dont elle attendait avec une joie impatiente le dénouement toujours heureux, parfois édifiant. Il faudra que je retrouve la photo de mon père. Pour ça, il est nécessaire que je me décide à mettre de l'ordre dans mon cagibi et dans ma vie. J'ai pas encore perdu le goût de l'amour. Dans 3 jours, comme d'habitude, j'irai voir Nouria. Je soulèverai le rideau de perles colorées, je la retrouverai assise et souriante dans la petite chambre, avec le chameau au-dessus de l'armoire, et ses photos du sud sur le mur. Avec sa voix claire, elle me racontera encore une histoire drôle et pudique. Depuis notre première rencontre, jamais elle n'a prononcé devant moi de mots inconvenants ou vulgaires. Avec une candeur sincère, elle m'accorde ce respect, mêlé d'admiration que l'on témoigne généralement aux instituteurs et aux médecins. Ça me gêne, mais je voudrais pas la froisser. Il y a quelques années, pour échapper à l'enlisement, elle avait fui son douar natal blotti dans les dunes pour monter vers le nord. Non sans regret, elle laissa derrière elle des gestes, des visages, des mots, des émotions, des rires, des souvenirs, brisés par un mariage trop précoce et forcé. Un jour de printemps, les siens qui croyaient bien faire la livrèrent, pieds et poings liés, à l'épicier du Douar, dont le burnous sentait l'huile frelatée, un vieillard, tout édenté, méchant, avare, et qui la battait souvent. Elle fut sa 5e épouse, les autres avaient été répudiés ou étaient décédés. Elle avait fui dans la nuit, pour arriver, après une longue route dans cette ville, qui attendait sa peine, sa sueur, et ses jeunes cuisses. Longtemps, elle fit de petits ménages, puis le trottoir, avant de se retrouver encagée dans ce bordel massif de 3 étages aux fenêtres grillagées, grenat. Il surplombe un ravin encombré d'ordures, de débris, de déchets flottant au milieu de grandes flaques d'eau croupissantes, noirâtres et recouvertes de nuages de moustiques.
Ça ne dérange nullement l'ardeur bourdonnante des nombreux clients. En majorité des jeunes, vigoureux, oisifs, et amateurs de beaux habits, de belles femmes, et de longues odyssées. Rêveurs impénitents, faits aussi pour la haine et la violence, s'ils remuent, ils agitent dans leur tête déjà vieille des idées de départ, d'évasion. Le soir, l'œil allumé par les promesses qui les attendent dans les chambres éclairées comme les salons dorés d'un paquebot, ils se préparent à un voyage sans visa, à une croisière immobile, brève et souvent expéditive. La lumière crue, glauque, moite du ravin, tombe en miettes sur le bordel qui ressemble à un port désert, vétuste, dévoré par l'humidité, rongé par la rouille. Moi aussi, marin du désert, j'oublierai avec Nouria l'espace d'une traversée d'oasis, le temps qui avance peu à peu, avant d'engloutir dans sa rumeur inexorable mes jours. Ici, je me dénombre et n'attends plus la fin. Nous sommes morts. Phrase incroyable. Kateb Yassine, le cadavre encerclé. Là-haut, au 8e étage, je suis comme aux premières loges. Mes ennemis m'accusent alors de profiter lâchement du spectacle de cette ville terrorisée. L'un d'eux m'a comparé à un vacancier vulgairement affalé dans son hamac, fasciné par la noyade d'un enfant. Un enfant que je n'ai jamais eu. Ils savent pas que je suis né ici, dans l'une de ces rues pauvres, aujourd'hui meurtries, violentées, non loin de ces HLM qui ont poussé turbulentes et fiévreuses, telles des dents de travers. Un autre ressortissant étranger a été tué hier. J'étais trop jeune. J'ai pas connu la guerre dans laquelle mon père mourut. Mais ceci est une autre histoire. En cet été de cendres, il me suffit d'ouvrir l'une des 112 fenêtres qui ponctuent les façades grises de la bâtisse pour surprendre la rumeur aiguë et brutale des rues, le tumulte inquiet des maisons. Arraché au vide, j'aperçois les hélicoptères tournoyer lentement au-dessus des quartiers réputés chauds. Plus tard, le bruit de la mitraillette déchire l'air, enflé par la chaleur et la haine. C'était avant la grève des éboueurs. Aux sirènes d'ambulances et de voitures de police étaient ajoutées celles des pompiers. Leurs gros camions rouges avaient gravi derrière les hauts quartiers le chemin de crête menant à la forêt. Une odeur forte de résine brûlée emplissait l'air, pénétrait dans les chambres, envahissait les toits qui ressemblaient avec leurs fatras à des ventres ouverts, déchiquetés. Et dans cette ville fracturée, des flocons de bois calcinés tombaient à leur tour, tels de la neige, grise et poudreuse. Durant 4 jours, au cœur de la nuit, au goût aigre, de grandes lueurs rouges cuivrées embrasaient le ciel déjà incandescent. Puis l'odeur épaisse, suffocante des détritus avait remplacé celle de la résine longtemps suspendue dans l'air. Je referme alors la fenêtre sur la rumeur belliqueuse et sanglante de la ville. Têtue, animale, elle s'infiltre à travers les 810 murs et les 1800 vitres, dont 65 ont été soufflées par l'explosion d'une voiture piégée. Victorieuse, vorace, la guerre finit par me rejoindre jusque dans mon lit de camp. Dehors, au fil des jours, se succèdent dans une triste, une tragique litanie, les barrages, les ratissages, les arrestations, les enlèvements, les viols, la torture, les mutilations, le racket, les actes de sabotage, les assassinats aveugles. À la morgue, les corps s'entassent. Ceux d'il y a une semaine commencent à se putréfier. La pièce détachée n'est pas encore arrivée. L'essentiel est de rester en vie, me dit le vieux gardien dont le fils venait de se taillader les poignets avec le couvercle d'une boîte de sardines dans les toilettes de l'asile. Il n'en est pas à sa première tentative. Avant son internement, son père l'avait accompagné chez tous les marabouts de la région, brûlant des dizaines de bougies, dépensant beaucoup d'argent et d'espoir. Puis il le conduisit chez les Taleb qui le lestèrent d'amulettes, en lui faisant avaler d'infâmes potions et subir des séances musclées d'exorcisme.
Tout nu, il avait menacé lors d'une crise aiguë effrayante les siens et les voisins avec un couteau de boucherie. Les larmes aux yeux, son père fut alors obligé de le faire interner. Tout le quartier vit dans une agitation confuse. L'ambulance emmenait Saïd, toute sirène hurlante. Il faudra que je suggère à la Direction générale des statistiques l'ouverture d'une nouvelle rubrique consacrée cette fois au suicide, dont le taux ne cesse de grimper. Ne me fais aucune illusion. La réponse sera probablement négative. Pour mettre fin à mes délires, mes supérieurs n'ont pas perdu l'espoir de dépêcher une ambulance qui m'emporterait, moi aussi, en 4e vitesse, à l'asile. Avec assurance, avec mauvaise foi, ils diront aux médecins que j'ai de gros lézards dans ma tête, pleine de murs fissurés. Du jour où Myriam avait compris qu'elle ne pouvait pas avoir d'enfant, elle s'était laissée grossir. Un abandon prémédité, consenti, avait gagné sa fine silhouette et ses traits gracieux. Il s'était peu à peu brouillé avant de s'envelopper d'une graisse malsaine. Se maquillant rarement, elle le faisait cette fois presque avec outrance, comme pour souligner sa beauté perdue, gâchée. Elle ne regardait plus avec le même engouement les films et les feuilletons qui lui procuraient auparavant une joie simple, touchante. Cette fois, je surprenais dans son œil une lueur froide, presque ironique. Souvent, dans un geste de défi, elle cambrait les reins, se tâtait le ventre, gonflant ses joues de satisfaction, ou se mettait de profil devant le miroir de la chambre, courbant le dos, comme le faisait sur les chaînes parabolées cette femme enceinte, à la forme éblouissante, les cheveux bouclés, le teint rose, elle vantait avec un sourire lumineux les mérites de couches culottes, douces et imperméables. Myriam répétait dans un grand éclat de rire le nom de la marque, en levant la jambe et les bras, comme elle l'avait vu faire dans les comédies musicales américaines, puis elle se laissait tomber sur le lit, le corps encore secoué par ce rire, nerveux, poignant. Parfois un silence lisse et vide s'établissait entre nous. Après avoir consulté un bon nombre de gynécologues, elle se rendit, accompagnée de ma mère, dans les sanctuaires et chez les talebs. Ces derniers lui firent ingurgiter, comme au fils du gardien, d'incroyables mixtures qu'elle vomissait la nuit, presque en cachette. Longtemps, elle porta dans le creux de ses seins des amulettes, puis elle les changea contre d'autres qu'elle enfouissait sous l'oreiller dans les replis de son linge. Elle avait également tenté, debout et les jambes écartées, au-dessus d'un brasero rougeoyant, d'exorciser dans le crépitement du plomb les djinns qui entravaient sa fécondité. Elle se soumettait aussi à des fumigations de bains joints, dont les vapeurs âcres et têtues inondaient l'appartement que nous partagions avec ma mère. De longs et inutiles bains intimes achevaient de l'épuiser, de lui faire perdre l'espoir d'être un jour fertilisée. Comme le sel, elle ne pouvait pas fleurir. Et comme le sel, son souvenir ravive en moi une vieille blessure, celle de n'avoir pas d'enfant d'elle. Aujourd'hui, j'ai nettoyé ma cambuse à fond. Pieds nus, le pantalon retroussé aux genoux, j'ai frotté énergiquement le carrelage. Ces motifs colorés faits de losanges, de carrés, de cercles entrelacés dominent tous les étages. Dans le hall, c'est le royaume du faux granit noir, luisant, pailleté. La vieille femme de ménage m'a prêté sa serpillière, comme pour se faire pardonner. Elle m'a offert de succulents gâteaux aux cacahuètes, préparés pour le mariage de sa petite fille. Elle épouse, m'a-t-elle dit d'une voix presque excitée, un jeune émigré qui a une bonne situation. En plus, il ne boit pas d'alcool et ne mange pas de porc. Bientôt, il l'installera comme une sultane dans une grande et jolie ville du nord de la France. Je lui ai demandé de transmettre aux parents de la mariée mes félicitations. Cela lui a fait plaisir. En partant, elle m'a souhaité beaucoup de courage et de patience. J'ai aussi astiqué la plaque chauffante, les vitres et les rebords de la fenêtre, ainsi que le cadre protégeant la photo de Myriam. Après avoir vidé les cendriers et refait mon lit de camp, j'ai rangé mes papiers dans de grandes enveloppes et des chemises de couleur bistre, grenat, rouge, verte et bleue. Empilées au-dessus du placard en fer, elles contiennent des documents administratifs, des plans, des cartes, des cadastres de la ville, des fiches et des courbes de statistiques, divers rapports maintenant sans importance et de nombreux guides de voyage que je n'ai malheureusement pas fait.
Il y a également des articles de presse, des notes et des études concernant des projets demeurés sans suite. Dans une pochette violette, j'ai glissé mon passeport, ma carte professionnelle, mon permis de conduire, mon ancienne licence de footballeur, mes diplômes et le livret de famille que je garde comme une vieille relique, avec les pages restées vierges de toute naissance. J'ai retrouvé la photo de mon père. Elle montre que son maintien, son sourire, ses traits clairs et son front décidé sont ceux d'un jeune homme de caractère. On n'a jamais retrouvé sa dépouille. Du plus loin que je me souvienne, je ne retiens de son image que celle de la grosse montre qu'il portait au poignet et qu'il colla un jour à mon oreille. 40 ans après, il me semble encore entendre son tic-tac. Parmi mes documents se trouve aussi la lettre en tête que j'ai reçue par surprise. Estampillée d'un cachet imposant et d'un paraphe sophistiqué, elle me signifiait dans un style sec et péremptoire ma disgrâce. Alors, cet après-midi-là, tandis que la lumière d'automne glissait à travers les stores bleus, j'ai commencé à vider les tiroirs de mon bureau. Comme le jour de notre mariage, il a plu le jour où Myriam est morte. Une pluie de décembre froide, glacée, semblable à celle dont rêvait le vieux gardien pour anéantir les moustiques et rafraîchir la ville. Nos deux familles étaient bouleversées. Myriam était prévenante et respectueuse envers tous. Et tous, je crois, l'aimaient. Même ma mère. Le ministre m'avait transmis ses sincères condoléances. La rubrique nécrologique des journaux publiait celle des responsables qui m'assuraient également de leur profonde sympathie. Cette nuit-là, je m'étais remis à fumer. Le lendemain, au cimetière, tous mes collègues étaient présents avec à leur tête leur chagrin et le pas accablé ceux qui allaient devenir mes chefs. Même après son décès, j'ai jamais parlé de Myriam à mes collègues, ou très rarement, ça se fait pas. C'est pas dans nos mœurs. Après la prière rituelle, conduite sous la pluie battante par l'imam du quartier, et une fois la tombe refermée, tout le monde partit, presque d'un pas précipité, comme pour fuir les lieux. Si Abderrahman Bentehar racla soigneusement sur la bordure d'une allée la boue de ses semelles, il craignait de faire rentrer la mort chez lui. Les tombes de martyrs ont été saccagées. Mon père l'a échappé belle, il n'a jamais eu de sépulture. Le vendredi, jour de visite aux morts, le long du mur d'enceinte se tient le souk. On y vend pêle-mêle des slips, des soutiens-gorge, des oranges, des bijoux fantaisie, du savon, des peignes, des plantes médicinales, des épices, du henné, des fèves, des pois chiches bouillis, des figues sèches, des dattes, de la confiserie, de la sardine, des ustensiles de cuisine. À l'enterrement, le vieux gardien, dont le dos se voûte de plus en plus, se tenait à l'écart, comme s'il ne connaissait que moi. La gorge nouée, il me dira plus tard qu'on devrait mieux respecter les morts et les fous. Je le pense aussi. Au bureau, mademoiselle Ben Mioub, gauche et timide, m'avait présenté ses condoléances d'une voix presque inaudible. Certainement que Myriam, dont j'ai hérité des souvenirs, des recettes de cuisine, des bijoux et de sa tristesse, aurait apprécié son geste. Comme elle aurait apprécié celui d'avoir distribué à des voisines démunies ses vêtements, encore imprégnés de ses parfums, et ses chaussures. De tout notre nécessaire, je n'ai gardé que la plaque chauffante, un peu de vaisselle, des draps et 2 épaisses couvertures pour l'hiver que j'ai remisées dans le bas du placard. J'aime aller à la rencontre des morts. Régulièrement, je rends visite à ma chère femme. Le cimetière a quadruplé de surface depuis 3 ans. À chaque fois que la municipalité repousse les murs, la mort sans se hâter les rattrape, les dépasse. Parmi les nouvelles tombes se trouvent, fraîches et nues, celles des personnes assassinées. Près de la vieille fontaine recouverte d'herbes folles reposent, depuis plus d'1 décennie, ma mère et mon grand-père. Un simple coup d'œil, et je sais, des formations professionnelles obligent, qu'il y a, orienté vers la Mecque, 3596 tombes de toute taille, de tous âges. Les visiteurs mettent parfois du temps à retrouver celles de leurs proches, de leurs amis. Celle de ma femme est reconnaissable au pot de fleurs en plastique qui l'orne, semblable à celui de la photo où elle se tient debout avec sa robe bleue, ses bijoux torsadés, ses chaussures dorées. Mon devoir de mari, mes obligations de veuf,
Ma tâche d'agent de l'État, de serviteur du bien public, je les ai toujours remplis avec conviction, sérieux et abnégation. Jamais je ne suis arrivé en retard au bureau. Jamais je ne me suis absenté ou ai pris un congé de maladie. Mes chefs, qui se croient intouchables, un jour ou l'autre partiront, comme beaucoup de chefs. Peut-être avant de vider, eux aussi, tremblants et humiliés, leur bureau, auront-ils raison de moi en changeant. Qui se croient intouchables, un jour ou l'autre partiront, comme beaucoup de chefs. Peut-être avant de vider, eux aussi, tremblants et humiliés, leur bureau, auront-ils raison de moi en changeant de tactique, celle intelligente et imparable de me faire passer cette fois pour un mécréant incurable, dangereux, à abattre. Les cadavres continuent de s'entasser, de sentir. Les chambres frigorifiques de la mort qui ont été réparées sont de nouveau tombées en panne. La grève des éboueurs a cessé hier. Un accord a été enfin trouvé avec la municipalité. Longtemps encore, l'odeur fétide des ordures empoisonnera l'air. Mademoiselle Rachida Ben-Mioub maltraite moins ses machines à écrire, a perdu un peu de cette humidité. Je sais, sans être prophète ou derviche, qu'elle finira par trouver un mari. Et la ville, un jour, peut-être, son calme, sa sérénité, sa respiration, ses couleurs. Mais d'ici là, j'espère que moi, Ben Brik, Sid Ahmed Ben Brik, toujours soucieux de l'intérêt général, je pourrais, après cette exaltante et difficile mission, compter les mouches. Pas les moustiques hargneux et sanguinaires en souvenir du vieux gardien, les mouches, tranquilles et nonchalantes, qui peuplent cette ville désespérée et désespérante. Je sais que cela exigera de la patience, du temps, voire des saisons entières. Quitte à avoir de dangereuses palpitations au cœur, d'effroyables bruits de ferraille qui déchirent mon cerveau, je ne céderai pas devant mes ennemis, ni devant les gros lézards qui remuent, affirme-t-il, dans ma tête, pleine de murs fissurés. C'était Texte nu au Festival d'Avignon 1995. Catherine Niégel lisait Un été de cendres d'Abdelkader Djemaï au cloître des Célestins. Prise de son Pierre Commeau, Pamela Douceau. Vous écoutez France Culture, il est 20h30.